La pluie contre ma fenêtre résonne comme des murmures. Des secrets que ma mère ne m'a jamais dits, des vérités que je n'ai jamais dites. Je suis assise ici maintenant, à 66 ans, dans une maison qui ressemble enfin à un foyer, et je me souviens de la nuit où ils m'ont jeté comme le pain d'hier. On dit que l'amour est censé être inconditionnel. Mais que se passe-t-il lorsque les conditions changent? Lorsque le chagrin vous rend gênant, lorsque la perte vous rend chère, lorsque le besoin de réconfort vous transforme en fardeau? Bonjour, belle âme. Avant de commencer ce voyage ensemble, je veux que tu saches que cette histoire n'est pas facile. C'est la mienne. Elle est vraie. C'est la confession que je porte dans ma poitrine depuis 3 ans maintenant. Si vous m'écoutez de Paris, de Lyon, d'où que vous soyez chez vous dans ce monde magnifique, dites-le moi dans les commentaires. Construisons une communauté de diseurs de vérité, de survivants, de personnes qui refusent de se taire. Et si cette histoire touche quelque chose en votre cœur, abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Parce que la solitude, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Même quand on a l'impression que c'en est une. L'odeur de la lavande me ramène toujours à ce matin-là. Le 15 mars 2021. 3 mois après les funérailles d'Henri. Je me suis réveillée au son des cartons traînés sur le parquet. Le grincement résonnait dans la maison comme des ongles sur un tableau noir, et ma poitrine se serra comme pendant les premières semaines après la mort d'Henri, quand respirer me donnait l'impression de soulever des pierres. « Maman » ai-je crié, la voix brisée par le sommeil et le chagrin. Silence. Puis des pas. Réfléchis. Lourd. Non pas le doux bruit des pieds de ma fille, mais la marche déterminée de quelqu'un avec une mission. J'ai enfilé ma robe de chambre, la bleue qu'Henri m'avait offerte pour notre anniversaire, celle qui sentait encore son eau de Cologne si j'appuyais mon visage contre le col, et je suis allée au salon. Des cartons. Partout. Mes livres, mes albums photos, la porcelaine de ma mère. Tout ce qui faisait de cette maison un foyer, emballé comme une preuve de crime. Que se passe-t-il? Demandai-je, même si quelque chose au fond de mon estomac le savait déjà. Marie leva les yeux, agenouillée près d'une boîte marquée « Affaire de maman » dans son écriture soignée. Son visage était figé dans cette expression que j'avais vue trop souvent, celle qui signifiait qu'elle avait pris une décision et s'était convaincue qu'elle était clémente. « Il faut qu'on parle. » Ces 4 mots. Ils fendaient l'air comme du verre brisé, n'est-ce pas? Ils atterrissaient dans la poitrine et s'y installaient, lourds comme le chagrin, tranchants comme une trahison. Je m'assis au bord du canapé et mon canapé, celui qu'Henri et moi avions économisé pendant des mois, celui où j'avais soigné Marie malgré ses fièvres et l'avais tenue dans mes bras malgré ses chagrins. Mais déjà, il me semblait étranger, comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. « Maman, tu sais qu'on t'aime. » Commença-t-elle avec amour, comme si cela adoucirait la suite. Mais les choses ont changé. Julien a perdu son emploi le mois dernier, et avec l'arrivée du bébé. Ces mots flottaient autour de moi comme de la fumée. Julien. Le bébé. A changé. L'amour. Mais le seul mot qui comptait était celui qu'elle n'avait pas encore prononcé. On ne peut plus continuer à te soutenir. Le voilà. La vérité déguisée en économie, enveloppée de nécessité, livrée avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais été abandonné. Me soutenir. Comme si la femme qui l'avait élevé, qui avait cumulé 3 emplois pour payer ses études, qui lui avait tout donné, n'était plus qu'une bouche à nourrir. J'ai regardé Marie, je l'ai vraiment regardée. Quand son regard était-il devenu si froid? Quand sa bouche avait-elle appris à former des mots blessants? Elle avait 32 ans, était enceinte de son 2e enfant, et elle me regardait comme si j'étais un problème à résoudre. Où suis-je censée aller? Ai-je demandé d'une voix aussi faible que celle d'un enfant. Marie a jeté un coup d'œil vers la cuisine, où j'entendais la voix de Julien au téléphone, parlant de chiffres, de loyer, de caution. Planifiant mon exil, assise dans mon salon. Il y a un endroit sympa dans le 19e arrondissement. Une résidence-service. Ils ont des activités, des gens de ton âge. Tu te feras des amis. Résidence-service. À 58 ans. Parce que j'étais vieille à la mort d'Henri? Non. Inconvénient. Coûteux. Jetable. Je n'ai pas besoin de résidence-service. J'ai besoin de ma maison. Maman, cette maison est trop grande pour une seule personne. Le crédit immobilier, les charges, l'entretien. C'est remboursé.
Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Le visage de Marie vacilla, surprise, puis une expression plus sombre. Calcul. Rien que les impôts fonciers, c'est. Je peux me débrouiller. Avec quel argent? Avec quel argent? La question qui révélait tout. Marie ne me pensait pas incapable de vivre seule. Elle me pensait incapable de payer ce privilège. Et plus encore, elle pensait que la maison, avec son emplacement privilégié dans le 7e arrondissement, ses hauts plafonds et ses moulures d'origine, serait mieux entre leurs mains. Tu prends la maison, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Nous t'aidons à faire la transition vers quelque chose de plus facile à gérer. Transition. Un mot si doux pour désigner le vol. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur la cour où Marie avait appris à faire du vélo, où Henri avait planté la roseraie qui fleurissait chaque printemps comme une promesse. Les roses bourgeonnaient maintenant, leurs poings verts serrés prêts à s'épanouir. Je ne les verrai pas fleurir. Quand est-ce que je pars? Demain. Julien a loué une camionnette. Demain. Comme si j'étais une locataire dont le bail avait expiré, et non la femme qui lui avait tenu la tête pendant sa première gueule de bois, qui lui avait appris à faire du coq au vin, qui s'était assise dans les salles d'attente des hôpitaux pendant ses fausses couches et qui avait célébré ses accouchements à la maternité. Je me suis retournée pour lui faire face. Marie pleurait maintenant, des larmes délicates qui ne détachaient pas son maquillage. Des larmes de deuil pour la mère qu'elle abandonnait, des larmes de deuil pour la femme qu'elle devenait. Je suis désolée, maman. Je sais que c'est dur. Mais tu verras, c'est pour le mieux. Pour le mieux. L'expression que les gens utilisent quand ils font des choses terribles en toute bonne conscience. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. Je ne lui ai pas rappelé tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais donné. Parce qu'à cet instant, en regardant le visage baigné de larmes de ma fille, j'ai compris quelque chose de fondamental. Elle ne regrettait pas de m'avoir blessée. Elle regrettait de s'être sentie mal de m'avoir blessée. Il y a une différence. Je ferai mes valises ce soir, ai-je dit. Le soulagement a inondé le visage de Marie. Elle s'était attendue à une dispute, préparée à la culpabilité, armée de justifications. Mon acceptation l'a complètement désarmée. On viendra te voir, a-t-elle dit rapidement. Tous les dimanches. Et tu pourras inviter les petits-enfants. Non. Le mot est sorti doucement, sans appel. Marie a tressailli comme si je l'avais crié. Maman, tu me prends ma maison. Tu n'as pas le droit de me prendre ma fierté aussi. Je suis allée dans ma chambre, mon ancienne chambre, et j'ai fermé la porte. Dehors, j'entendais Marie pleurer plus fort, le genre de sanglots qui surviennent quand on réalise qu'on a franchi une limite. Mais elle n'a pas frappé. Elle n'a pas essayé de revenir en arrière. Au lieu de cela, j'ai entendu ses pas s'éloigner, j'ai entendu la voix de Julien demander si c'était fait, j'ai entendu son oui étouffé. C'était fait. Ce soir-là, j'étais assise sur mon lit, entourée de cartons, tenant la photo d'Henri. Il paraissait jeune sur la photo, peut-être la quarantaine, les cheveux encore noirs, les yeux brillants de cet espoir qui naît de l'ignorance de ce que la vie nous réserve. Ils m'ont jeté, lui ai-je murmuré au visage. Notre fille m'a jeté. La photo n'a pas répondu. Mais la maison, si. Elle a craqué et s'est installée autour de moi comme une berceuse, comme un adieu, comme la dernière étreinte d'un amant qui sait qu'il ne te reverra plus jamais. Je n'ai pas dormi. Je m'assis dans le noir, mémorisant les ombres, emmagasinant le bourdonnement du radiateur, la sensation du parquet sous mes pieds. Au matin, je serai sans abri. Au matin, je ne serai plus personne. Mais cette nuit-là, pendant 8 heures, j'étais toujours moi. Toujours la femme qui avait construit une vie dans ses pièces, qui avait aimé et été aimée entre ses murs. Toujours la femme qui avait élevé une fille forte et indépendante, même si cette force était maintenant utilisée pour m'écraser. Dehors, la pluie continuait ses secrets murmurés. Et quelque part dans l'obscurité, un plan commença à se former. Pas la vengeance, je n'étais pas faite pour ça. Mais la justice. Une justice silencieuse et patiente. Je n'avais plus rien à perdre. Ce qui, en fin de compte, était la chose la plus dangereuse de toutes. La résidence-service sentait le désinfectant et la défaite. Chambre 237. 12 mètres carrés de murs beige,
de moquettes industrielles et une fenêtre donnant sur un parking. C'était mon nouveau royaume, ma récompense pour 58 ans de vie. Je m'assis sur le lit étroit, la valise de ma mère à côté de moi, la même valise en cuir qu'elle avait emportée en quittant la Bretagne, des années auparavant. Tout ce que je possédais maintenant y tenait. 3 robes, 2 paires de chaussures, la montre d'Henri, le coffret à bijoux de ma mère et la photo de Marie bébé, me souriant avec cette confiance qui vous brise le cœur avec le recul. L'assistante sociale, Madame Laurent, rôdait dans l'embrasure de la porte avec son porte-bloc et son sourire expert. Elle avait été gentille pendant le processus d'accueil, professionnel. Mais la gentillesse des inconnus est différente lorsqu'on la reçoit, car sa propre famille n'a pas voulu s'en soucier. Le dîner est servi à 18 heures, dit-elle en cochant les articles de sa liste. Les activités commencent à 21 heures. Il y a un charmant groupe de femmes qui se réunissent pour des jeux de cartes le mardi. Activités. Cartes. Les lots de consolation de la vie en institution. Merci, dis-je, car la politesse était la seule dignité qui me restait. Après son départ, je me suis assis dans le silence de ma nouvelle vie. Pas de pas au-dessus de moi, pas de bruit familier de la maison. Juste les conversations étouffées d'autres personnes abandonnées, le bip électronique des équipements médicaux, l'écho creux de vie vécue dans des espaces restreints. J'ai ouvert la boîte à bijoux de ma mère, non pas pour les bijoux, mais pour le double fond qu'Henri avait découvert des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient ses papiers, acte de naissance, licence de mariage, quelques vieilles lettres attachées avec un ruban. Je ne les avais jamais lues. Maman était restée discrète sur son passé, et j'avais respecté cette intimité. Mais maintenant, avec le temps et le poids de l'abandon qui pesait sur moi, j'ai dénoué le ruban. La première lettre était datée de 1943. L'écriture était masculine, assurée. Ma très chère Margot, je sais que tu ne peux pas me reconnaître publiquement, mais sache que toi et notre fille êtes toujours dans mes pensées. L'arrangement que nous avons discuté assurera son avenir, même si les circonstances m'empêchent de la revendiquer comme étant la mienne. Les papiers sont chez mon avocat, maître Henri Valdez, dans le 8e arrondissement. Le moment venu, elle n'aura qu'à se présenter avec une preuve de filiation. Sincèrement, Robert. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent. Notre fille. Preuve de filiation. Arrangement. Mes mains tremblaient lorsque j'ai attrapé la deuxième lettre. Même écriture, datée de 1944. Margot, j'ai établi la fiducie comme promis. Les projets pétroliers en Algérie ont dépassé toutes les attentes. Notre fille ne manquera de rien à sa majorité. L'avocat a reçu pour instruction de tout transférer sur présentation des documents ci-joints. Je prie pour qu'elle comprenne pourquoi je n'ai pas pu lui donner de nom, seulement un avenir. R. La 3e lettre date de 1962. Si vous lisez ceci, je suis parti. La Révolution a pris tout ce que j'ai construit en Algérie, mais ce que j'ai mis de côté pour elle reste intact. Compte suisse, propriété en Normandie, investissement aux États-Unis. Elle est ma seule héritière, même si elle ne connaîtra jamais mon nom. Le fardeau de ce secret est à vous, portez-le ou partagez-le comme bon vous semble. Robert Delacroix. Ce nom m'a frappé comme un coup physique. Robert Delacroix, le magnate du pétrole. L'homme qui avait fait fortune en Algérie avant la guerre d'indépendance, décédé dans un accident de voiture en 1963. J'avais lu des articles sur lui dans les journaux, vu sa photo dans les pages mondaines. Je n'avais jamais su qu'il était mon père. L'amant secret de ma mère. Mon héritage inconnu. J'ai alors ri, d'un rire vif et amer. J'étais là, vivant de la charité de Marie, dans une pièce qui sentait le chagrin des autres, tandis que des millions potentiellement dormaient dans des banques suisses et des propriétés normandes, attendant une fille qui ignorait son existence. L'enveloppe contenait d'autres documents, un acte de naissance mentionnant Robert Delacroix comme père, une copie de testament, des numéros de compte, des actes de propriété. Tout ce que ma mère avait caché, tout ce qu'elle m'avait protégé. Mais pourquoi? Pourquoi emporter ce secret dans sa tombe? Pourquoi me laisser lutter, me laisser dépendre des autres, alors que l'indépendance avait toujours été mon droit de naissance? J'ai trouvé la réponse dans la dernière lettre, celle-ci écrite de la main de ma mère. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu es seule. Je te prie de me pardonner d'avoir gardé ce secret. Robert était marié, vois-tu.
Sa femme, ses enfants, il t'aurait détruite s'il l'avait su. J'ai préféré ta sécurité à ton héritage. Mais les temps changent. Sa famille est partie. L'argent t'attend, pur et gratuit. Fais en bon usage. Utilisez-le pour construire la vie que vous méritez. Votre mère aimante, Margot. J'étais assis dans la chambre 237, entouré des détritus de ma petite vie, tenant les clés d'un royaume dont j'ignorais l'existence. Des millions. Des propriétés. L'indépendance. Tout ce que Marie pensait que je manquais, tout ce que Julien supposait que je ne pouvais pas me permettre. L'ironie était exquise. Il m'avait jeté parce qu'il me croyait pauvre. Mais j'étais riche, plus riche qu'il ne pouvait l'imaginer. Et il ne le saurait jamais. Parce que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir. De choix. De la satisfaction tranquille de voir les gens révéler qu'ils sont vraiment quand ils pensent que vous êtes impuissant. J'ai regardé la photo d'Henri sur ma table de chevet. Il avait aimé Marie comme sa propre fille, n'avait jamais su qu'elle n'était pas de son sang. S'il était là, il aurait voulu que je pardonne, que je comble le fossé, que je privilégie la famille à la fierté. Mais Henri était parti. Et j'en avais assez de privilégier le confort des autres à ma propre dignité. Le cabinet d'avocat était situé dans le 8e arrondissement, avenue Montaigne. J'ai appelé dès le lendemain matin. Valdez et Associés, a répondu la réceptionniste. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de Robert Delacroix. Silence. Puis-je savoir qui appelle? Sa fille. Nouveau silence. Plus long cette fois. Je vous mets en relation avec Maître Bernard. Maître Bernard était le petit-fils du premier Henri Valdez, celui qui avait gardé les secrets de mon père pendant 60 ans. Il avait peut-être 40 ans, le regard bienveillant et l'attitude prudente de quelqu'un qui avait passé sa carrière à gérer des affaires délicates. Mademoiselle, commença-t-il, puis s'interrompit. Pardon, quel nom dois-je utiliser? Claire. Claire Dubois. Mademoiselle Dubois. Je dois dire que nous attendons cet appel depuis un certain temps. Mon grand-père a laissé des instructions très précises concernant votre héritage. Puis-je vous demander ce qui vous a incité à me contacter maintenant? J'aurais pu lui parler de Marie, de la résidence pour personnes âgées, de la trahison qui m'avait conduit au secret de ma mère. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « Il est temps ». L'héritage était colossal. 3 millions d'euros sur des comptes suisses. 2 propriétés en Normandie. Des actions, des obligations, des investissements qui avaient connu une croissance exponentielle en 6 décennies. Tout ce dont ma mère m'avait protégé, tout ce qu'elle avait caché pour me protéger. Votre père était très précis, expliqua Maître Bernard. L'argent devait être conservé en fiducie jusqu'à ce que vous le réclamiez. Il n'y a pas d'autre héritier, pas de complications. Il est à vous, proprement et intégralement. Proprement et intégralement. Les mots que Marie n'avait jamais pu prononcer sur son amour. Il y a encore une chose, poursuivit-il. Votre père a laissé une lettre, pour vous. À n'ouvrir que lorsque vous réclamerez votre héritage. La lettre était scellée à la cire, formelle et définitive. À l'intérieur, de la même écriture que j'avais vue dans les lettres à ma mère. À ma fille, si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé le chemin de la vérité. Je ne pourrais pas vous donner de nom, mais je vous ai donné la liberté. Utilise-le à bon escient. Utilise-le pour construire quelque chose de beau. Utilise-le pour montrer au monde que l'amour n'a pas besoin de reconnaissance pour être réel. Ton père, Robert. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai mise dans mon sac à main à côté de la photo de Marie-Bébé. 2 morceaux de papier, 2 amours différents. L'un caché, l'autre trahi. Tous 2 douloureux à leur manière. Mais un seul était accompagné de 3 millions d'euros. En sortant du cabinet de l'avocat, je me suis senti différent. Pas immédiatement puissant, l'argent ne fonctionne pas comme ça. Mais possible. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti possible. La pluie avait cessé. Le ciel parisien était couleur de perle, doux et lumineux. Je suis retourné lentement vers le métro, passant devant les boutiques chères et les cafés élégants, devant la vie que je n'aurais jamais cru pouvoir m'offrir. Mais je ne pensais pas au shopping ou au luxe. Je pensais à Marie, à Julien, à l'immeuble du 7e arrondissement où il vivait maintenant dans mon ancien logement.
Je pensais à la justice, silencieuse, patiente et inévitable. Ils m'avaient jeté parce qu'ils pensaient que je n'étais rien. Maintenant, j'avais le pouvoir de leur montrer à quoi ressemblait le néant. Mais d'abord, je devais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable de porter 3 millions d'euros de secrets aussi légèrement que ma mère avait porté les miens. Quelqu'un capable de sourire pendant que le monde brûlait. Le pouvoir, ai-je appris, ne se résume pas à avoir de l'argent. Il s'agit de savoir l'utiliser. La suite d'hôtels donnait sur la Seine. Des baies vitrées, une salle de bain en marbre, un lit assez grand pour une famille. Je l'avais réservé pour une nuit, puis prolongé à une semaine, puis à un mois. Parce que je le pouvais. Parce que pour la première fois de ma vie, je pouvais tout faire. Mais le luxe me semblait étrange après la chambre 237. L'espace était trop grand, le silence trop complet. Je me retrouvais parfois assise par terre, à me faire petite, à l'aise avec la contrainte. Le deuil est ainsi fait. Il vous apprend à prendre moins de place, à avoir moins besoin, à espérer moins. Même quand on a plus, on se souvient de n'avoir été rien. J'ai engagé un détective privé. Non pas pour me venger, me disais-je, mais pour obtenir des informations. J'avais besoin de comprendre la nouvelle vie de Marie, ses vulnérabilités, ses peurs. Savoir, c'est pouvoir, et pouvoir, c'est patience. Le rapport est arrivé 3 jours plus tard. Marie et Julien étaient en difficulté. Sa perte d'emploi avait été pire qu'il ne l'avait admis. Il avait été licencié pour falsification de factures, et non licencié. Leur dette était écrasante, carte de crédit, hypothèque sur mon ancienne maison, prêt pour des meubles et des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le bébé devait arriver dans 2 mois, et ils n'avaient aucune économie. Ils avaient volé ma maison pour résoudre leurs problèmes. Mais le vol ne guérit pas l'incompétence financière. J'ai étudié le rapport comme un maître d'échecs étudie l'échiquier. Chaque dette, chaque paiement, chaque vulnérabilité, soigneusement répertoriée. Ils devaient de l'argent à tout le monde, banques, sociétés de cartes de crédit, gouvernement. Mais le plus intéressant était l'hypothèque sur mon ancienne maison, celle dont ils m'avaient convaincu qu'elle était trop chère pour une seule personne. Ils avaient emprunté sur la valeur de la maison pour rembourser d'autres dettes. La mensualité était de 4 000 euros. Avec les allocations chômage de Julien et le salaire à temps partiel de Marie, ils croulaient. Mais ce n'était plus mon problème. Je n'étais plus le problème de personne. L'immeuble était élégant, architecture haussmannienne, balcon en fer forgé, le genre d'endroit qui respirait la vieille fortune et la tranquillité. 6 étages, 24 logements, un emplacement de choix dans le 7e arrondissement. Le propriétaire actuel prenait sa retraite, impatient de vendre, prêt à négocier. J'ai fait une offre. Cash. 30% au-dessus du prix demandé. Pas d'inspection, pas d'imprévu. Juste du propre, de l'argent immédiatement. Le vendeur s'est d'abord méfié. Qui a autant d'argent? Qui achète de l'immobilier comme des courses? Je suis veuve depuis peu, lui ai-je dit en prenant un café dans un café voisin. Mon mari m'a laissé bien nanti. Je veux investir dans quelque chose de beau. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Henri m'avait laissé bien nanti, une fille qui m'avait appris ce que l'amour coûte vraiment. L'achat a pris 2 semaines. J'ai signé les papiers sous le nom de Claire Delacroix, le nom de mon père, le secret de ma mère, ma nouvelle identité. L'immeuble était à moi. 24 logements, dont l'appartement du dernier étage où Marie et Julien vivaient avec leur fils, Thomas. Mon ancien logement. Mon ancienne vie. Maintenant, ma propriété. La première chose que j'ai faite a été d'augmenter le loyer. Pas de façon spectaculaire, cela aurait été suspect. Juste assez pour grever leur budget déjà serré. De 1 800 euros à 2 400 euros. Le prix du marché pour le quartier, tout à fait légal, tout à fait raisonnable. Sauf que Marie et Julien n'avaient pas les moyens de payer raisonnablement. J'ai remis la lettre de démission en personne, vêtue d'un costume coûteux, coiffée par un professionnel. J'avais appris à bouger différemment au cours des mois qui avaient suivi l'héritage, les épaules en arrière, le menton relevé, la posture de quelqu'un qui appartient au luxe. Julien a ouvert la porte. Il avait l'air fatigué, plus âgé que ses 35 ans. Le chômage et les dettes avaient creusé des rides autour de ses yeux, il avait les épaules penchées en avant. Oui.
Je suis le nouveau propriétaire de l'immeuble. Je remets les avis d'augmentation de loyer. Il prit l'enveloppe sans vraiment me regarder. Encore un propriétaire, une autre facture, un autre problème. 600 € de plus, dit-il après avoir lu. C'est beaucoup. C'est le prix du marché. Si l'augmentation ne vous convient pas, je comprends. Il y a d'autres options. D'autres options. Comme les petits appartements de l'immeuble, ceux qui ne pouvaient pas accueillir une famille. Ou déménager dans un endroit moins cher, plus loin du centre-ville, un endroit qui correspondait à leurs moyens. On se débrouillera, dit Julien, mais sa voix manquait de conviction. J'acquiesçai poliment et partis. Mais pas avant d'avoir jeté un coup d'œil au salon, mon ancien salon où Marie était assise avec Thomas, l'aidant à faire ses devoirs à la table à manger qu'Henri et moi avions acheté pour nos 10 ans de mariage. Elle leva les yeux, l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Elle ne me reconnut pas, les vêtements coûteux, le style professionnel, la confiance que donne le choix. J'étais juste un autre propriétaire, une autre personne ayant un pouvoir sur sa vie. Elle détourna le regard la première. L'avis d'expulsion arriva 4 mois plus tard. Ils avaient manqué 2 paiements de loyer, étaient en retard sur les charges et avaient cessé de payer les charges de l'immeuble. La procédure judiciaire fut rapide, efficace, totalement impersonnelle. Je les regardais depuis le café d'en face charger leurs affaires dans une petite camionnette. Marie pleurait, tenant la main de Thomas tandis que Julien portait des cartons. Ils avaient acheté trop de choses pour leur nouvelle réalité, des meubles conçus pour une maison, pas pour un appartement. Des appareils électroniques qu'ils ne pouvaient pas se permettre, des vêtements pour un style de vie qu'ils n'avaient jamais vraiment vécu. Le tas sur le trottoir ressemblait aux débris d'une vie bâtie sur le crédit et l'illusion. Mon ancienne vie, celle qu'ils avaient volée, réduite à des cartons et à des reproches. Marie ne cessait de lever les yeux vers l'immeuble, comme si elle pouvait le faire l'aimer à nouveau. Mais les immeubles n'aiment pas. Ils abritent ceux qui peuvent se les permettre et expulsent ceux qui ne le peuvent pas. Ils sont honnêtes d'une manière que les gens ne le sont pas. Thomas avait maintenant 7 ans, assez grand pour comprendre le déplacement, mais trop jeune pour en comprendre les raisons. Il n'arrêtait pas de demander où ils allaient, quand ils pourraient rentrer. Marie n'avait aucune réponse. Comment expliquer à un enfant que la maison ne lui a jamais vraiment été chère? Ils ont déménagé en banlieue. Un petit appartement dans le 19e arrondissement, près de la maison de retraite où ils avaient prévu de m'interner. L'ironie était poétique. Mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide. Creux. Comme si j'avais gagné une guerre qui m'avait coûté tout ce pourquoi je m'étais battu. La vengeance, j'ai appris, n'est qu'une autre forme de deuil. Elle change les circonstances, mais pas la perte. Marie m'a appelé 2 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre, le numéro était inconnu, l'heure suspecte. Mais la curiosité est plus forte que la prudence. Maman? Sa voix était petite, brisée. La même voix qu'elle utilisait, enfant, lorsqu'elle avait fait une erreur et avait besoin de pardon. Marie. Je sais que tu es en colère. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Mais tu manques à Thomas. Il n'arrête pas de me poser des questions sur grand-mère. Grand-mère. Le nom que j'avais gagné à force de fièvre nocturne et d'éraflures aux genoux, d'histoires du soir et de pièces de théâtre. Le nom qu'on m'avait arraché, en même temps que ma maison. Que veux-tu, Marie? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement pour la maison, mais pour tout. De t'avoir traité comme un fardeau. De ne pas avoir vu à quel point tu souffrais après la mort de papa. D'avoir choisi Julien plutôt que toi. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Trop peu, trop tard, mais toujours vrai. On a du mal, maman. Julien ne trouve pas de travail, et avec l'arrivée du bébé, je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. La question déguisée en excuse. Le même schéma qui avait défini notre relation. Les besoins de Marie déguisés en amour, présentés comme si mon attention m'obligeait à obéir. Je suis désolé que tu aies des difficultés, ai-je dit. Et je l'étais. Désolé pour Thomas, désolé pour le nouveau bébé, désolé pour le cycle de douleur qui semblait se transmettre de génération en génération comme un héritage familial. Pourrions-nous te voir? Pourrais-tu rencontrer ton petit-fils? Il a tellement grandi. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de Thomas à 7 ans,
tout en pommettes saillantes et en regard sérieux. J'ai vu le bébé que Marie portait, innocent des choix de ses parents. J'ai vu la famille qu'elle aurait pu être si l'amour avait été plus fort que la peur. Je ne suis pas prête, ai-je dit. Quand seras-tu prête? La question que toute personne en deuil déteste. Comme si la guérison suivait un calendrier, comme si le pardon pouvait être programmé comme un rendez-vous chez le dentiste. Je ne sais pas. Marie pleurait maintenant. Je l'entendais dans sa respiration, dans sa difficulté à parler malgré le poids qui pesait sur sa poitrine. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je sais que le dire ne résout rien, mais j'ai besoin que tu le saches, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment te le montrer sans me perdre. Se perdre elle-même. La peur qui avait tout motivé, que m'aimer lui coûte quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de donner. Mais l'amour n'est pas censé être une transaction. C'est censé être un cadeau. Je sais, ai-je dit. Parce que je le savais. Je comprenais les mathématiques de la survie, la façon dont la peur nous rend tous lâches. Je peux te rappeler? La semaine prochaine peut-être? Peut-être. J'ai raccroché et me suis assise dans le silence de ma suite d'hôtel. Dehors, Paris scintillait comme un écrin, tout en lumière, beauté et promesses. J'avais tout ce que j'avais toujours désiré, argent, pouvoir, indépendance. Mais j'étais toujours seule. Le téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de Marie. Maman, j'ai oublié de te dire, Julien et moi nous séparons. Je le quitte. Je voulais que tu le saches. La ligne est coupée. Mais le message était clair, elle m'avait choisi. Finalement, après tout, elle m'avait choisi. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était déjà ça. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un d'autre. C'est une prison qu'on ouvre pour soi-même. Le refuge pour femmes se trouvait dans le 20e arrondissement, un ancien entrepôt qui abritait 40 femmes et leurs enfants. J'y étais bénévole depuis 6 mois, où j'enseignais les bases de la finance et aidais les femmes à s'y retrouver dans les formalités administratives pour tout recommencer. C'est là que j'ai rencontré Amara, une jeune femme de 28 ans qui avait laissé son mari sans rien d'autre que sa fille de 4 ans et une valise pleine de bleu. Elle me rappelait Marie à cet âge-là, féroce et fragile, déterminée à protéger son enfant même quand elle ne pouvait pas se protéger elle-même. Il n'arrête pas d'appeler, m'a confié Amara lors d'une de nos séances. Il dit qu'il va changer, qu'il m'aime, que Sophia a besoin de son père. J'ai regardé Sophia, rougissant doucement dans un coin. Elle dessinait une maison avec 2 fenêtres et une porte, le genre de structure simple qui symbolise la sécurité pour un enfant. « Que veux-tu » demandai-je à Amara. « Je veux rentrer à la maison. Je veux qu'il soit différent. Je veux que Sophia ait un père qui ne crie pas. Vouloir. Le mot qui définit tant de nos souffrances. Nous voulons que les gens soient différents de ce qu'ils sont. Nous voulons que l'amour soit plus facile. Nous voulons que la sécurité soit garantie. Mais de quoi as-tu besoin? Amara regarda sa fille, puis de nouveau moi. J'ai besoin qu'il nous laisse tranquilles. Besoin. Le mot qui définit la survie. Alors c'est ce vers quoi nous travaillons. Aider Amara à trouver sa force m'a rappelé la mienne. Non pas la force qui vient de l'argent ou de la vengeance, mais celle qui vient de se choisir soi-même quand tous les autres ont choisi autre chose. Marie appelait régulièrement. Pas tous les jours, nous n'étions pas prêts pour ça. Mais chaque semaine, parfois 2 fois. Elle avait quitté Julien, emménagé chez une amie, travaillait à temps plein alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Les conversations étaient prudentes, formelles, comme des négociations entre des pays autrefois en guerre. « Comment allez-vous » demandait-elle. « Je vais bien. Comment allez-vous » Fatiguée. Effrayée. Mais ça va mieux. Mieux. Le mot qui englobe tout, la guérison, la croissance, le lent travail de reconstruction d'une vie avec des matériaux honnêtes. Un jeudi, elle a appelé en pleurant. « Maman, j'accouche. Le bébé arrive plus tôt que prévu. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais j'ai peur et je n'ai personne d'autre à appeler. » J'étais au refuge, en train d'aider une autre femme à remplir des demandes d'emploi. L'appel est arrivé à 15 heures, pendant l'heure calme où les enfants faisaient la sieste et les femmes travaillaient sur leur avenir. Quel hôpital? Saint-Antoine. Mais vous n'êtes pas obligé de venir. J'avais juste
J'avais besoin de prévenir quelqu'un. Quelqu'un. Pas sa mère. Pas la femme qui l'avait élevée. Quelqu'un. Comme si notre relation s'était réduite à un contact d'urgence. Mais c'était bien ce que j'étais, n'est-ce pas? La personne que l'on appelle quand tout le monde nous a laissé tomber. J'ai trouvé Marie dans la chambre 304, seule, à l'exception des machines qui surveillaient ses contractions. Elle paraissait jeune et menue dans son lit d'hôpital, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle d'épuisement. « Maman ?» Elle semblait surprise, comme si elle m'avait appelé par accident, comme si ma présence était impossible. « Je suis là. » Pendant les 8 heures qui ont suivi, je lui ai tenu la main pendant les contractions, je l'ai aidée à respirer malgré la douleur, je lui ai murmuré des encouragements lorsqu'elle voulait abandonner. Nous n'avons pas parlé de la maison, de l'argent, des mois de silence. Nous nous sommes concentrés sur le travail à accomplir, donner la vie au monde, survivre à la belle violence de l'accouchement. Emma est née à 23h47, elle pesait 2 kilos et était parfaite. Elle avait le nez de Marie, le menton d'Henri et des yeux qui semblaient avoir tout vu et tout pardonné. Elle est magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Marie a alors pleuré, tenant sa fille dans ses bras. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. Tu ne répares pas, ai-je dit. Tu fais juste mieux. Faire mieux. La seule promesse que nous puissions faire. Je suis restée jusqu'au matin, tenant Emma dans mes bras pendant que Marie dormait, regardant le soleil se lever sur Paris par la fenêtre de l'hôpital. La ville paraissait différente au petit matin, plus douce, plus clémente. Ou peut-être étais-je celle qui avait changé. Quand Marie s'est réveillée, elle m'a trouvée dans le fauteuil près de son lit, Emma endormie dans mes bras. « Merci » a-t-elle dit. « Pourquoi » ? D'être venue. D'être restée. De m'avoir donné une autre chance. Une autre chance. Comme si le pardon était quelque chose que je pouvais donner plutôt que quelque chose que je devais choisir, jour après jour, instant après instant. J'essaie, ai-je dit. C'est dur. Je sais. C'est moi qui ai rendu les choses difficiles. Oui, elle l'avait fait. Mais le reconnaître était le premier pas vers une vie plus facile. Marie est rentrée chez moi, dans le modeste appartement que j'avais acheté après avoir vendu l'immeuble, 6 semaines plus tard. Pas définitivement, mais pour des visites. Pour me faire connaître Emma, pour que Thomas se souvienne de sa grand-mère, pour reconstruire ce que nous avions perdu. Les conversations étaient toujours prudentes, toujours formelles. Mais elles avaient lieu. C'était quelque chose. J'ai donné l'argent de la construction, lui dis-je un après-midi pendant qu'elle allaitait Emma sur mon canapé. Au refuge pour femmes. Au nom de ma mère. Marie leva les yeux, surprise. Tout ça? La plupart. J'en ai gardé assez pour vivre confortablement, pour t'aider si tu en as besoin. Mais je n'avais pas besoin de 30 millions d'euros. J'avais besoin de pouvoir me regarder dans la glace. 30 millions? Marie avait une petite voix. Je ne lui avais jamais parlé de l'héritage, de l'argent qui avait rendu possible ma petite revanche. Elle avait supposé que j'avais économisé, fait des sacrifices. Elle n'avait jamais imaginé que j'avais été riche depuis le début. D'où ça venait? Mon vrai père. Celui dont ma mère ne m'a jamais parlé. Je lui ai parlé de Robert Delacroix, de l'argent du pétrole, des comptes suisses et des propriétés normannes. Marie écoutait avec la même expression qu'enfant quand je lui racontais des contes de fées, un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. « Tu aurais pu me le dire, dit-elle finalement. Tu aurais pu nous aider au lieu de… » Elle fit un geste vague, englobant l'expulsion, la lutte, les mois de silence. « Au lieu de quoi? Te laisser assumer les conséquences de tes choix? » Marie resta silencieuse un long moment. Puis, tu as raison. J'ai choisi Julien plutôt que toi. J'ai choisi sa fierté plutôt que ta dignité. J'ai choisi la facilité plutôt que le bien. Choisir. Le mot qui définit tout. On choisit qui aimer, qui blesser, qui pardonner. On choisit d'apprendre de ses erreurs ou de les répéter. Je choisis différemment maintenant, dit-elle. Je le vois bien. Et je pouvais. La Marie qui m'avait rejetée était toujours là, mais elle était plus petite, plus silencieuse. Submergée par la Marie qui avait appris à privilégier l'amour à la peur,
la famille à la commodité, la vérité au confort. Nous dînions maintenant le dimanche. Marie amenait Thomas et Emma, et nous cuisinions ensemble dans ma petite cuisine. Rien d'extraordinaire, du poulet rôti, des légumes du marché, du pain de la boulangerie du coin. Une nourriture simple qui avait le goût du pardon. Thomas avait 8 ans maintenant, assez grand pour comprendre que les familles se brisent et se réparent, que l'amour est compliqué mais qu'il vaut la peine de se battre. Il avait recommencé à m'appeler grand-mère, timidement d'abord, puis avec l'assurance d'un enfant qui se sait aimer. « Pourquoi es-tu parti » m'a-t-il demandé un dimanche pendant que nous mettions la table. « Je ne suis pas parti. On m'a renvoyé. Il y a une différence. »« Par qui » J'ai regardé Marie, qui écrasait des pommes de terre sur le feu. Ses épaules se sont tendues, mais elle n'a pas interrompu. « Par des gens qui ont oublié comment aimer, » ai-je dit. Mais ils se sont souvenus. C'est pour ça qu'on est là maintenant. Thomas a hoché la tête solennellement. Maman dit que s'excuser ne résout pas tout, mais c'est important de le dire. Ta maman a raison. Et elle avait raison. Marie avait appris la différence entre s'excuser et changer, entre regretter et réparer. Elle l'avait appris à ses dépens, à travers la perte, les difficultés et le lent travail de reconstruction de la confiance. Mais elle l'avait appris. C'était quelque chose. Je suis assise dans mon jardin maintenant, les mains tachées de terre, pas de larmes. Les roses fleurissent, celles que j'ai plantées en mémoire du jardin d'Henri, celui que j'ai perdu quand j'ai perdu ma maison. Cela fait 2 ans qu'Emma est née. 2 ans que Marie et moi avons commencé le lent travail du pardon. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Cette mère et sa fille sont mortes dans le salon d'une maison qui ne nous appartient plus. Mais nous sommes quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Marie a maintenant son propre appartement, un petit appartement dans le 12e arrondissement qu'elle peut se permettre avec son salaire d'assistante sociale. Elle aide les femmes à quitter des relations abusives, utilise sa propre histoire de courage plutôt que de confort pour inspirer les autres. Elle est douée pour ça. Il s'avère que la douleur fait d'excellents professeurs. Thomas vient me voir tous les mercredis après l'école. Nous faisons nos devoirs ensemble, préparons des biscuits, parlons de tout et de rien. Il apprend le piano maintenant, comme Marie le faisait à son âge. Ses petits doigts trouvent les touches avec la même précision minutieuse, la même détermination obstinée. Emma marche maintenant, chassant les papillons dans mon jardin avec la joie intrépide de quelqu'un qui n'a jamais été trahi. Elle m'appelle mamie, et quand elle le dit, je me souviens de ce que l'amour est censé être. Tu le regrettes ? Marie m'a demandé la semaine dernière, tandis que nous regardions les enfants jouer. Acheter l'immeuble ? Nous faire partir ? J'y ai réfléchi. Au mois de planification, à la satisfaction silencieuse de voir leur vie se défaire, à la victoire creuse d'avoir prouvé ma puissance. Je regrette la douleur, ai-je dit. Mais pas la leçon. Quelle leçon ? Que l'amour sans respect n'est qu'une autre forme de violence. Marie a hoché la tête. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait que rejeter quelqu'un parce qu'il est gênant n'est pas de l'amour, c'est du gaspillage. Elle comprenait que prendre la maison de quelqu'un parce qu'on la désire n'est pas une nécessité, c'est du vol. Mais comprendre et pardonner sont 2 choses différentes. Le pardon est un travail quotidien, comme entretenir un jardin. On arrache les mauvaises herbes du ressentiment, on arrose les graines de la compassion, on taille les branches de l'amertume. Certains jours, le jardin fleurit. D'autres non. Aujourd'hui, il fleurit. On sonne à la porte. Marie et les enfants, arrivant pour le dîner du dimanche. Thomas court vers moi en premier, toujours, enroulant ses bras autour de ma taille avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a appris que l'amour peut disparaître mais aussi revenir. Mamie, regarde ce que j'ai dessiné. C'est une image de nos dîners du dimanche, des bonhommes allumettes autour d'une table, tout le monde souriant, tout le monde présent. Il m'a dessiné au centre, non pas parce que je suis la plus importante, mais parce que je suis celle qui est restée. Celle qui a choisi l'amour plutôt que l'amertume, le pardon plutôt que la vengeance. C'est beau, lui dis-je. Et ça l'est. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est vrai. Marie m'embrasse sur la joue, un geste qui aurait été impossible il y a 2 ans. Emma s'approche en titubant, balbutiant des mots qui sonnent comme de l'amour dans n'importe quelle langue. Nous sommes à nouveau une famille. Plus la même famille qu'avant, mais une meilleure.
Une famille fondée sur la vérité plutôt que sur la commodité, sur le choix plutôt que sur l'obligation. Le dîner est simple. Poulet rôti, pommes de terre, haricots verts de mon jardin. Nous mangeons lentement, parlant de l'école de Thomas, du travail de Marie, des nouveaux mots d'Emma. Une conversation ordinaire qui paraît extraordinaire parce que nous avons failli la perdre. Après le dîner, Marie m'aide à débarrasser la table pendant que Thomas joue avec Emma dans le salon. Nous travaillons dans un silence confortable, celui qui naît d'une histoire commune et d'un pardon mutuel. « Je t'aime, maman », dit soudain Marie. « Je sais que je ne l'ai pas toujours montré. Je sais que je t'ai blessé. Mais je veux que tu saches que je t'aime. »« Je sais, » dis-je. « Parce que je sais. Je l'ai toujours su. L'amour n'a jamais été le problème. Le problème, c'était la peur, l'orgueil, la croyance erronée qu'aimer quelqu'un signifiait le posséder. Je t'aime aussi. » Les mots viennent plus facilement maintenant. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que nous avons appris à la porter différemment. Ensemble plutôt que seuls. Honnêtement plutôt que silencieusement. Dehors, le jardin s'installe dans le soir. Les roses libèrent leur parfum dans l'air frais, la lavande bruisse dans la brise. La montre d'Henri tourne régulièrement à mon poignet, marquant le temps qui ne ressemble plus à une perte. J'ai 66 ans. J'ai été rejetée et reconquise, brisée et guérie, silencieuse et entendue. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation, mais de choix d'aimer quelqu'un même quand il rend les choses difficiles. Surtout quand il rend les choses difficiles. Marie et les enfants partent au coucher du soleil, promettant de revenir la semaine prochaine. Thomas me serre dans ses bras pour me dire au revoir, Emma me fait signe depuis son siège auto, Marie m'embrasse à nouveau sur la joue. Ils s'éloignent dans le soir parisien, retournant à leur vie, à leurs propres difficultés, à leurs propres choix. Mais ils reviendront. Non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le veulent. Parce que nous avons appris que l'amour n'est pas un fardeau à porter, mais un cadeau à offrir gratuitement. J'arrose les roses une dernière fois avant de me coucher. La terre est sombre et riche, pleine de possibilités. Demain, je planterai de nouvelles graines, je m'occuperai de nouvelles pousses, je continuerai le patient travail de création de beauté à partir d'un sol défoncé. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Les familles ne finissent pas, elles se transforment. L'amour ne disparaît pas, il s'approfondit. Le pardon n'efface pas le passé, il fait la paix avec lui. Je ne suis plus le fardeau de personne. Je ne suis l'obligation de personne. Je suis simplement moi-même, une femme qui a appris à choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, la dignité plutôt que la commodité. Et dans le calme de mon jardin, entouré du parfum des roses et du souvenir des rires, je suis enfin, complètement, chez moi. La pluie a cessé. Les secrets ont été révélés. Le silence a été rompu. Ceci est mon histoire. Ceci est ma confession. Ceci est ma vérité. Et je n'ai plus peur de la dire. Si vous m'écoutez de n'importe où dans ce beau monde, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas jetable. Vous méritez un amour qui ne vous oblige pas à vous rétrécir, à vous adapter, à disparaître. Votre histoire compte. Votre voix compte. Votre vérité compte. Dites-la. Vivez-la. Choisissez-la. Chaque jour.